Bonjour, je suis un producteur riche et célèbre et je veux vous donner le rôle qui va changer votre vie maintenant. Bienvenue Noémie Delattre. Merci Mathieu Gérard. Bienvenue dans cette cave. Des clés de lecture, il y en a plein dans ce livre qui s'appelle Journal. C'est le dernier livre qui est sorti, c'est le deuxième roman qui est sorti. On va commencer par tout en bas, on va commencer par l'enfance, surtout que tu en parles dans le livre. Je me permets de te lire. Tu commences en parlant de ta maman et tu dis que ta mère a fait un enfant à ton père en priant pour que ce soit un garçon, en espérant être enfin accepté par sa famille. Et puis ensuite, pour ton enfance, tu dis que tu as commencé par être élevé par les voisins et les voisines qui ont fini par te rendre à ta famille, laquelle n'était toujours pas prête à t'accueillir. Du coup, on t'a envoyé chez ta grand-mère maternelle neurasthénique qui, elle, ne s'était jamais remise d'avoir été elle-même abandonnée par son mari. Et du coup, on a fini par te mettre en pension de tes 7 à tes 10 ans avant que ta mère ne te reprenne chez elle, mais avec une camarade du pensionnat qu'elle appelait sa deuxième fille, alors que ça ne pouvait pas être sa deuxième fille. D'abord parce que tu avais déjà une grande sœur et donc ce serait sa troisième fille. Et ensuite, elle vous présentait aussi sa chatte Isis comme une sœur. Et tu dis, ça en dit long sur la manière dont ma mère distribuait son amour maternel. Et un peu plus loin dans le livre, page 266, t'expliques même que ta mère rêvait tellement d'avoir un garçon, s'est rendu compte que c'était pas un garçon, mais une fille, elle a dit, ah la salope. Ça part bien. Ça part bien. On va avoir sur des bonnes bases. Les bases sont fondées. Comment ça s'est passé? Toi, t'es parisienne, t'es née à Paris, t'as grandi ici à Paris dans un environnement plutôt bourgeois, dans des bonnes classes, un bon lycée. Quel souvenir t'as de cette enfance et comment tu t'es construit dans cette enfance où il y avait justement peu de repères finalement? Ta question, merci beaucoup, elle est super pertinente parce qu'effectivement, tu mets en parallèle l'aisance financière, matérielle et sociale au regard du malaise et des lacunes affectives et émotionnelles. Et tu as tout à fait raison parce que c'est ce qui a fait que j'ai mis beaucoup de temps à comprendre qu'en fait, j'avais une enfance malheureuse. Enfin, en fait, on peut dire que j'ai subi des maltraitances. J'ai pas été maltraitée, mes parents n'étaient pas du tout des gens maltraitants, du tout, c'est pas ça que je dis. Mais en revanche, moi, ce que j'ai vécu, c'est des choses qu'on peut en fait appeler des traumatismes. C'est-à-dire que être élevé par les voisins quand t'as 5 ans, c'est pas cool. Être trimballé, être rejeté, etc. Enfin, ce que tu as lu. Sauf que voilà, comme j'étais une jolie petite fille avec des belles boucles rousses, que j'habitais à l'époque dans le 7e ou dans le 16e, enfin, dans les quartiers chics, que je m'appelle Delattre, ce qui veut rien dire, parce que ça rapporte pas de l'argent, ça doit avoir une particule. Mais enfin bon, dans l'imaginaire des gens, y compris le mien, si je m'appelais Delattre, alors j'étais riche. Donc il y avait tout ce confort, un confort intellectuel aussi, puisque du côté de ma mère, mon grand-père était un grand intellectuel, ma mère était une femme brillante. Il y avait tout ça. Moi-même, j'étais première de ma classe. Donc en fait, j'avais pas le droit de me plaindre. À aucun moment, j'avais le droit de me plaindre, jamais. Mais même pas à moi-même. Donc j'ai mis beaucoup de temps à comprendre la rage que j'avais en moi, pourquoi, tu vois, je mentais beaucoup, je m'inventais une autre vie, je m'étais inventé un ami mort, par exemple. Je m'étais inventé un meilleur ami mort d'overdose dans mes bras. Parce qu'il fallait bien que je trouve une raison de pouvoir pleurer, il fallait bien que je trouve une justification à mon désespoir, à ma rage, à ma tristesse. En fait, la tristesse, justement, alors j'ai appris plus tard que la colère, c'était juste une expression différente de la tristesse, mais que c'était la même chose, le même sentiment, la même émotion. Et en fait, j'étais évidemment, tu as raison, très triste, mais je ne le savais pas. C'est ça le truc, c'est qu'à quel point est-ce que, quand on a 5, 6, 7, 8 ans, à quel point est-ce qu'en fait, à cet âge-là, on n'est pas conscient de la situation, même si on la ressent, et donc on est quelque part dans le déni, dans le sens où en fait, on est conscient, mais inconscient de ce qui se passe, parce qu'on n'a pas suffisamment de repères pour comprendre ce qu'on est en train de vivre. Exactement. Et donc, à ce moment-là, tu souffres pas forcément dans le sens où tu ne te rends pas compte à quel point tu souffres. C'est ça. C'est tout à fait ça. Et donc, ça ajoute à la problématique existante, ça ajoute l'incompréhension, la frustration et l'impuissance. Parce que j'avais un mal-être très, très profond. Enfin, d'ailleurs, j'ai développé tout un tas j'ai pas arrêté de me casser les jambes, mais j'ai eu des plâtres pendant 2 mois, j'ai eu des otites, j'entendais plus rien. Enfin, ça, c'est pour chercher l'attention. Je pense que c'était des expressions. Je pense pas. Enfin, oui, il devait y avoir une partie évidemment pour chercher l'attention, bien sûr, mais je pense qu'il y avait aussi, tu sais, comme des éruptions volcaniques, quoi. Il fallait que ça sorte. Il fallait que ma tristesse et ma colère s'expriment, c'est-à-dire sortent d'une manière ou d'une autre. Et comme je ne pouvais pas la formuler, puisque je n'avais pas le droit de me plaindre, jamais. D'abord pour toutes les raisons contextuelles que je t'ai évoquées, et aussi parce que ma mère. Qui était une femme extraordinaire, mais une mère vraiment totalement indigne, ne me laissait pas l'espace, jamais,
à exprimer mes émotions. Elle me disait, tu es contente, tu vas bien. Par exemple, elle pouvait m'annoncer elle m'annonçait que j'allais en pension en me disant, oh, ma chérie, tu vas être folle de joie, j'ai une nouvelle géniale pour toi, tu pars en pension avec ta cousine Léonie. Et donc toi, t'es là et elle dit, regarde, je t'ai acheté un nouveau. Et t'as pas le temps de rien. T'as un nouveau cartable, un machin, une copine, nanana, tac, et hop, t'es dans un car et un mois après, t'es en pension et c'est terminé, quoi. J'ai même pas eu le loisir de dire je suis triste, je ne veux pas, j'ai de la colère, pourquoi enfin, ça a été oblitéré instantanément. Et ça, je pense, c'est une bonne usine à malheur. Mais on sent je sais pas si c'est de la haine, mais en tout cas le mal-être qu'il y a au fond de toi. J'ai noté, alors attends, il faut que je retrouve, mais il y a un passage sur ta maman qui est assez violent quand tu avais 9 ans, et tu dis que tu écris des petits papiers. Ah, c'est là, je peux le lire ou pas? Ouais, bien sûr, bien sûr. Alors, quand j'avais autour de 9 ans, je haïssais tellement ma mère que je rédigeais des dizaines de petits papiers sur lesquels j'écrivais que ma mère était une horrible femme, une folle, une salope, une pute. Je précisais son nom, son adresse, l'étage, les numéros de téléphone, et ensuite je les jetais dans la rue par la fenêtre de ma chambre en espérant que quelqu'un vienne me sauver ou alerte la DAS. On dirait, tu sais, Bernard et Bianca, quoi. Oui, c'est vrai. La bouteille à la mer. T'as raison. C'est vrai, ça s'est jamais passé, en fait. Non, ça s'est jamais passé, mais c'était pas grave, parce que, en fait, pour moi, le côté agréable, c'était de le faire. C'était, encore une fois, d'exprimer. Tu vois, à partir du moment où c'était sorti de moi, c'est à partir du moment où je l'avais écrit et jeté par la fenêtre, alors j'étais soulagée momentanément. Enfin, tu vois, c'est comme quand tu te grattes, ou c'était vraiment, j'avais ma dose d'évacuation. Mais quand j'y repensais récemment, je me suis dit, mais quelle rage je devais avoir. T'imagines, j'écrivais, je me souviens très bien, j'écrivais, alors que 9 ans, c'est pas grand, j'écrivais pute, salope, connasse, et j'avais son nom et le numéro de téléphone et tout. Et ta mère, elle n'est jamais tombée sur ses papiers en descendant pour aller faire les courses, un truc comme ça? Non, jamais. De toute façon, ma mère, elle avait une voiture. Elle était la seule à avoir un parking dans l'immeuble. Elle connaissait les voitures de sport avec des grands cuirs et tout. Elle était des voitures de luxe. Tout le monde était là, mais dis donc, votre mari, non, c'est moi qui me suis payé. Et donc, je pense qu'elle descendait l'ascenseur, elle rentrait dans sa voiture, elle partait en trombe travailler et elle revenait par le même chemin. Donc, elle n'a jamais fait les courses de sa vie autrement que sur Minitel à l'époque. Je crois que c'était une des premières à avoir utilisé vraiment les courses à domicile par Minitel, quoi. C'était le Uber Eats de l'époque, quoi. Ah ouais. C'est une femme moderne, ma mère. Tu parles de l'expression, alors l'expression du corps, à travers les petits morceaux de papier que tu faisais par la fenêtre, etc. Est-ce que c'est pour ça aussi que tu as voulu, toute petite, faire du théâtre? Déjà, avec une obsession de se dire, tiens, ça, je sais que c'est ça que je veux faire. Ah oui, alors pour le coup, tu as raison, j'ai toujours eu une obsession. C'est-à-dire que je n'ai jamais été insouciante. J'ai jamais connu ce que la plupart de mes potes ont connu, c'est-à-dire les dernières années de lycée et la fac. Je sais pas ce que je vais faire. Et puis c'est cette insouciance où de toute façon, tu es à la fac ou tu es à l'école ou tu es machin, etc. Tu t'en fous un peu, tu fais la teuf, tu pars en voyage, tout est possible. Donc ça va avec aussi un vertige, hein, évidemment. J'avais beaucoup d'amis qui se sentaient pas bien à cause de ça, de cette inquiétude de l'avenir. Mais il y avait une insouciance et une légèreté que je n'ai jamais connue. C'est-à-dire que j'ai été propulsée dans le monde du travail avant même de sortir de l'école. J'avais déjà des objectifs. J'ai écrit mon premier sketch, j'avais 15 ans. On l'a joué dans des cafés-théâtres. Donc, je signais déjà des contrats que je gérais moi-même, puisque mes parents, enfin, personne n'était. J'étais seule avec ma copine Delphine Acou qui a géré tout ce truc-là. En l'occurrence, toi, il y a l'écriture qui est venue très, très vite aussi. On sent que, encore une fois, il y a une double expression, c'est-à-dire qu'il y a eu l'expression corporelle et l'expression manuscrite. Mais alors, bizarrement, au départ, j'avais pas du tout envie d'écrire. J'ai écrit par nécessité, parce qu'en fait, avec Delphine, elle avait le goût de l'écriture déjà. Elle écrivait des chansons, des poésies, elle avait ce goût-là. Voilà. Moi, pas du tout. Moi, je voulais juste être une actrice. Je voulais être dans la lumière, je voulais qu'on me voie, qu'on m'entende. Qui te faisait rêver à l'époque? Oh, je rêvais ma mère m'avait offert un livre de photos qui s'appelait Femme fatale sur les actrices des stars hollywoodiennes, tu vois, des années 20 à 70. Et je rêvais d'être Ava Gardner, d'être Marilyn Monroe, donc moi, je rêvais de ça. Et je rêvais évidemment que un jour mon téléphone sonne et que quelqu'un me dise bonjour, je suis un producteur riche et célèbre et je veux vous donner le rôle qui va changer votre vie maintenant. C'est ça que j'attendais. Moi, j'attendais qu'on me choisisse, qu'on m'aime. Je l'avais jamais été ni par mon père, ni par ma mère, ni par personne. Donc j'attendais qu'enfin on me choisisse, qu'on m'aime, tu vois. Et évidemment, ça n'est pas arrivé. Mais enfin, c'est même pas que c'est pas arrivé, c'est qu'en fait très vite. Mon tempérament a pris le dessus. J'ai dit, il n'y a pas moyen que ma vie, ça soit d'attendre devant un téléphone comme une connasse. Bien sûr. Donc, c'est pas possible. Donc, je vais écrire moi-même mes trucs pour les jouer, les mettre en scène. Enfin, je vais exister. Et les gens me verront. Enfin, tu vois. Donc, je me suis mise à écrire sans aucun plaisir, vraiment par nécessité pour pouvoir jouer, quoi. Et il se trouve que ça fonctionnait très bien avec Delphine. On avait un duo vraiment qui fonctionnait très, très bien. On avait des talents complémentaires, des origines très complémentaires aussi. Elle était d'un milieu justement très, très modeste.
complètement différent du mien. Donc, on jouait de ces décalages, on s'apportait beaucoup l'une l'autre, tu vois, sur nos différentes origines sociales. Et c'était très chouette. Et j'ai mis longtemps, pendant très longtemps, jusqu'à France Inter. Je me souviens très bien à France Inter. J'avais dit ça dans une interview. Ça, c'est dans les années 2000. France Inter, c'est les années 2000. Quand ouais. tu commences avec Laurence Boccolini. Exactement, ouais. Exactement. Laurence Boccolini. Et malheureusement, l'émission s'est arrêtée quelques mois après, alors que j'adorais ça. Mais tu vas j'écrivais vraiment, pour moi, c'était une souffrance d'écrire. J'ai toujours écrit dans la peine, quoi, dans la douleur. C'était vraiment je trouve ça hyper ingrat d'être là sans applaudissements, sans rien, toute seule à fond de cale. Bon, aujourd'hui, c'est plus facile. Non, mais aujourd'hui, j'adore. Mais ça m'a pris du temps. Si tu avais ce fantasme du téléphone qui sonne en étant justement une grande actrice, c'est parce que, on nous le vend dans les films, bien sûr, dans les interviews, et que c'est arrivé. Le coup ticket de loto où tu grattes et t'as gagné, ça arrive forcément, ça arrive. Aujourd'hui, tu dis évidemment, c'est pas arrivé. Et sous cette phrase, ça signifie aussi, c'est pas la bonne méthode. T'as raison, non seulement c'est pas la bonne méthode, mais même, donc ça j'ai compris assez vite que c'était pas la bonne méthode, mais ce que j'ai compris bien plus tard, parce que récemment encore, tu vois, genre il y a 10 ans par exemple, j'écrivais encore dans mon journal d'ailleurs. J'en ai marre de tout faire moi-même. J'en ai marre que tout ce qui constitue ma carrière, ce soit moi qui l'ai arraché avec les dents. J'ai dû me battre. À chaque fois, c'est moi qui initie les projets, qui les met en scène, qui fédère, qui truc, qui bidule. J'écris, je mets en scène. Merde. Et j'avais toujours ce fantasme. C'est-à-dire que pour moi, en fait, tout ce que je faisais, c'était en attendant ce fameux coup de fil. Ouais. Donc j'avais changé de méthode, mais en fait mon objectif restait le même. C'était qu'un jour on me choisisse, voilà. Et je regardais notamment les carrières de copines à moi avec qui on avait travaillé, avec des femmes extraordinaires, Audrey Fleurot, Camille Cotin, donc, qui sont des filles que j'ai connues avant et tout, et avec qui j'ai travaillé. Et je les voyais enfin choisies. Je me disais alors, et sans aucune envie parce que je trouve qu'elles ont un talent fou. Et donc je me disais, c'est super, c'est que c'est possible. Il n'y a pas de jalousie, mais on se dit, c'est pas encore mon tour. Mais voilà, je continuais à être dans l'attente du moment où ça serait... voilà. Et en fait, c'est une conversation avec Audrey Fleurot, justement, hallucinante, à France Inter. Elle était l'invitée de France Inter dans l'émission où j'étais chroniqueuse. Alors, pardon Audrey si tu m'entends et que je déforme tes propos, mais en tout cas, c'est ce que moi j'en ai retenu et qui m'a vachement marqué. Mais elle disait, je disais, quelle carrière t'as. Enfin, tu vois, je disais, t'as de la chance, tu dois me regarder de haut. Enfin, je me souviens plus comment j'ai formulé le truc. Et elle me disait, mais pas du tout. Toi, t'écris, tu crées. Moi, je suis une potiche, je suis une machin. Le jour où je serai vieille, le jour où je serai machin, le jour où on me veut plus, j'ai plus rien. Moi, je suis là, j'attends. Et en fait, elle me décrit exactement la situation dans laquelle je rêvais d'être. Enfin, je pensais rêver d'être en me disant, c'est l'enfer. Je suis impuissante, j'attends, je suis à la merci du machin, etc. Parfois, j'accepte des trucs qui me plaisent pas plus que ça parce qu'il faut bien croûter. Parfois, et elle me disait, moi, j'aimerais tellement, comme toi, faire les choses et être ma propre maîtresse, quoi, ma propre patronne. Et je fais waouh. Et vraiment, ma mâchoire est tombée. Et en plus, ça a percuté. D'un coup, toutes les synapses se sont allumées. Genre, ding, 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 tu as une espèce de sapin de Noël, d'épiphanie. La pièce est tombée. Ah ouais, la pièce est tombée, voilà. Chlonk, oh. Et depuis, alors ça a pris quelques mois, années peut-être, mais depuis, je réalise qu'en fait, ça fait longtemps que j'ai bien plus que ce dont je rêvais. Et c'est vrai que c'est des métiers où ça ne s'arrête jamais. On rêve de faire un Olympia. Quand on a fait un Olympia, on veut en faire une semaine. Une fois qu'on en a fait une semaine, on veut en faire un mois. On veut faire un Zénith. Et en fait, et après un Zénith, et puis après un Bercy. Mais en fait, après Bercy, je veux le faire une semaine complète. Et puis le Stade de France. Ouais. Et il y a un moment donné où cette machine infernale ne s'arrête jamais. À quel moment est-ce qu'on arrive à être heureux avec le présent qu'on vit? Eh bien, écoute, j'ai l'honneur de te dire que je suis arrivée à ce moment-là. C'est-à-dire, je suis arrivée, mais à force, et c'est ce que je raconte dans le bouquin, après beaucoup de travail, après beaucoup de détours, après beaucoup d'échecs, après beaucoup d'obstacles, après tout ce que tu veux. Mais justement, je suis arrivée à ce moment où j'ai compris, en fait, je crois que c'est Wilde qui disait j'ai choisi d'être moi-même parce que les autres s'étaient déjà pris. Elle est dans le livre d'ailleurs, la citation. Voilà. Ouais. Et c'est vraiment ça, c'est-à-dire que maintenant, j'ai réussi à le comprendre, tout le monde peut le comprendre, mais j'ai réussi à intégrer, vraiment à comprendre au fond de moi que j'étais qui j'étais et que c'était super parce que d'abord j'avais pas le choix et qu'en plus que tout le monde avait ses plus, ses moins, ses qualités, ses défauts, ses angoisses et ses joies et que en fait moi à la loterie globale j'avais pas trop mal tiré. Oui. Enfin en tout cas que ça me convenait, que je m'en sortais, que c'était cool et que effectivement il y a une marge de progrès dans tout ce que je fais. Effectivement je rêve de tourner à Hollywood, je rêve de tout ça et ça arrivera ou pas, mais en fait la joie c'est que maintenant je me fous que ça arrive ou pas. Je m'en fous vraiment. C'est-à-dire que déjà parce que j'ai
le sentiment d'avoir accompli certaines choses qui font que si je meurs demain, on pourra quand même dire Noémie Delattre était artiste. Il y aura quand même une trace de qui je suis, tu vois. Et voilà, et écrire un bouquin en ce sens aussi, c'est très, très agréable surtout un bouquin comme celui-là dans lequel j'ai vraiment mis des choses essentielles pour moi et l'envie vraiment de transmettre un message, de transmettre quelque chose, tu vois, de me dire que ça peut me survivre. Et pour le coup, je pense que j'aurais pas été capable d'écrire ce livre du vivant de mes parents. Je pense que c'était aussi. Enfin, d'abord. C'est libérateur pour toi d'avoir eu Enfin, c'était libérateur pour toi de ne pas avoir la charge de tes parents, de savoir qu'ils allaient pouvoir lire le livre. En fait, il y a eu deux choses. Il y a eu le fait que. Je crois que je le dis dans le livre. En fait, j'ai perdu tout le monde d'un coup. Enfin, ça a été très violent. Il y a vraiment une espèce de. Ce dont tu parles, on est en novembre 2017 et tu dis la mort est partout. Mon parrain est mort d'un cancer en septembre. Ma demi-sœur est morte d'un cancer en octobre. Mon père a subi une trachéotomie à cause de son cancer en novembre. Et ma mère devrait être emportée par son cancer personnel avant la fin de l'année. Et la phrase d'après, c'est « J'ai enfin une famille, JP est notre fils ». Et du coup, c'est assez touchant. Mais j'ai pleuré quasiment à ce moment-là parce que, en fait, à la fois, tu perds toute ta famille et à la fois, tu dis « J'ai enfin une famille », alors que tu viens de perdre tout le monde. Donc, on comprend aussi qu'en fait, ceux avec qui tu as grandi... Enfin bref, vous comprenez, tout le monde comprend ce qui s'est passé. Quoi. Et donc en tout cas, le fait de vivre ce drame, à la fois moi fait énormément progresser et avancer. Et c'est ce qui a permis aussi le cœur de ce qui est dans ce livre, c'est-à-dire cette évolution vraiment fulgurante que j'ai faite dans ma vie. Et en plus, effectivement, d'être délestée du poids que mes parents puissent lire, commenter. Enfin, là, d'un coup, je pouvais vraiment... Je pense que j'aurais pas pu être aussi dure avec eux de leur vivant. J'imagine que ça a été une péripétie psychologique d'arriver à avoir un enfant, parce que dans le livre, en parlant de ton point de vue sur les enfants, à cette époque-là, tu as 28 ans, et tu dis, c'est complètement con de faire des enfants aux gens qu'on aime, l'enfant va forcément en pâtir, au pire, ils le délaisseront, au mieux, ils lui en voudront. Et là, j'ai mis point d'interrogation, son vécu. Non. Tu t'es senti délaissé? Non. Ou ni l'un ni l'autre. Tu lui en as voulu à tes parents? Non, pour le coup, ni l'un ni l'autre. Là, c'était pas. Enfin, on s'est toujours habité parce qu'on a vécu, mais c'était plutôt vraiment une projection sur tous les couples que je vois. C'est-à-dire que tu as des gens qui s'aiment, des couples qui s'aiment à la folie. L'enfant, ça fait chier au début. Ça sent mauvais. Ça sent mauvais, c'est au mauvais endroit. On préférait partir en week-end à Rome et finalement, on a des couches et des. Donc... Oui, et c'est ce que tu dis dans la pièce de théâtre Femme libérée, c'est qu'en fait, c'est compliqué d'être sexy quand tu torches le cul de ton fils qui pue la merde. On est bien d'accord. Voilà, exactement. Donc un enfant va forcément subir une part de rejet si le couple parental s'aime beaucoup. Tu vois, ce qui est normal, il va être une gêne d'une manière ou d'une autre. Tu dis que levrette et poussette vont pas ensemble. Exactement, ça a beau rimer, c'est vraiment peu lié. Enfin, même s'il y a un rapport de cause à effet, évidemment, mais voilà. Quoique, bref, peu importe. Mais en tout cas, et voilà, et si le couple ne s'entend pas, alors effectivement, ils auront sans doute plus de temps et plus d'attention à donner à l'enfant, mais ça veut dire qu'ils risquent de se séparer et qu'éventuellement l'enfant va être au milieu d'un carnage affectif plus ou moins fort. Donc dans les deux cas, il n'y a pas de, c'est pas compatible. Dans les deux cas, l'un abîme l'autre. Le couple abîme la famille ou la famille abîme le couple. Enfin, c'est pas lié. Et effectivement, de toute façon, j'ai beau réfléchir de manière rationnelle, de manière scientifique, je ne vois pas. Effectivement, ça ne rentre pas. C'est pas fait pour s'associer, quoi. Mais ça, c'est un point de vue personnel ou c'est une expérience personnelle? Est-ce que c'est l'expérience que tu as de tes copines aussi ou des autres femmes que tu connaisses qui ont eu des enfants? Tout à fait. Ou c'est ton point de vue à toi? C'est normal. Moi, c'est mon métier de réfléchir. Enfin, c'est mon métier de prendre un pas de recul et de réfléchir à ça. Donc, oui, et tu réfléchis beaucoup. Et je réfléchis beaucoup. Oui. Mais la plupart des gens, en fait, ils font pas ce qu'on leur dit, mais ils font ce qui est prévu, quoi. Enfin, ils tombent amoureux de quelqu'un, du sexe opposé, c'est plus simple, même si c'est pas leur goût. Et puis quand ils tombent amoureux, ils vont s'emménager ensemble. Et puis à force de faire l'amour, ils vont faire un enfant. Et puis peut-être 2 ou 3. Et puis ils vont se marier parce que, enfin, et il y a pas de. Et puis la fidélité, c'est important. Et un couple, ça doit faire l'amour. Et un couple, ça doit. Et puis après, tu vois, t'as tout un tas de standards auxquels les gens obéissent. J'ai envie de dire quand même. Il y a quand même quelque chose, tu vois, sans remettre en question particulièrement. Et quand ça va pas, alors on se dit, ah, j'ai un problème. Le principe de la famille a été créé pour tracer des lignées, ce qui permettait d'éviter l'inceste, de transmettre des héritages et plus tard de faciliter les recensements. Au XXe siècle,
Donc c'est pas si loin. La notion de couple s'est construite sur l'idée d'un homme qui travaille pour la société et d'une femme qui travaille pour l'homme. Depuis 1968, c'est même ajouté la mise à disposition affective. Un couple est censé être heureux et harmonieux, et c'est aux femmes qu'incombe cette responsabilité. Ce qui est aberrant d'ailleurs, c'est qu'aujourd'hui, dans un contexte qui n'a plus rien à voir, nous restons attachés aux impératifs d'alors, sous-entendu qui n'ont plus lieu d'être aujourd'hui. Tout à fait. Bah oui, c'est ce que tu dis. Et puis la dernière phrase, c'est le couple a été pensé par une société qui n'a jamais imaginé un seul instant qu'il puisse être une source de bonheur. Ce n'était pas l'objectif du couple. Mais c'est vrai. À aucun moment. L'objectif du couple, c'était de se reproduire. C'était de se reproduire dans les meilleures conditions possibles, à la fois sociales, géopolitiques et morales, disons, et religieuses. C'était ça le but. Il fallait que ça soit tout bien rangé. Ça, c'était dans les origines, etc. Et après, Silvia Federici, dans un livre qui s'appelle Caliban et la sorcière, qui est un livre passionnant, explique très très bien la construction conjointe du capitalisme et du patriarcat. Oui. Voilà. Et que effectivement, le capitalisme, d'abord les enclosures, donc la propriété privée, puis le monde ouvrier, etc., ont obligé les sociétés à se structurer. Et en fait, un foyer est une mini-société avec Bien un sûr. patron, voilà, et de la main-d'œuvre gratuite, des main-d'œuvre gratuite, prostituée gratuite, et c'est merveilleux. Qu'est-ce que tu vois ? C'est absolument merveilleux. Des femmes qui gratuitement vont te faire des enfants, te faire l'amour et te faire ton ménage. Oui. Quand même génial. Oui, et d'ailleurs, il y a un truc que j'ai appris dans le livre, alors pour le coup, parce que je suis pas papa, c'est que naturellement pour moi, en effet, tu pouvais accoucher et aller travailler le lendemain. Et en fait, tu as dit, non, la société te l'interdit parce que tu dois prendre 2 mois de congé maternité. Tu te rends compte ? Et en plus, tu mets congé entre guillemets parce que voilà le congé, c'est ça. puisqu'en fait, c'est pas des vacances aux Bahamas. Non. Donc, en fait, ce que je savais pas du tout, c'est qu'en France, on a la chance d'avoir un congé maternité, c'est plutôt cool. C'est un acquis social. Mais qu'en revanche, c'est pas un choix. Non. C'est-à-dire que c'est une obligation, sauf si tu es entrepreneuse et que c'est ta boîte. J'imagine comme Rachida Dati qui était indépendante et qui du coup a pu faire son histoire. Sauf que justement, les indépendantes, la plupart, en fait, elles aimeraient avoir un congé. Tu vois, elles aimeraient quand même avoir une aide. Sauf qu'elles peuvent pas parce que sinon elles ont pas d'argent. Exactement. Donc en fait, il y a un truc qui est mal fait. C'est rien de le dire. C'est-à-dire que non seulement c'est un congé qui est obligatoire, en plus qui est uniforme. C'est-à-dire que tu sois ouvrière à la chaîne ou comme moi, chroniqueuse à France Inter, tu as la même chose. Ce qui est aberrant. Enfin, je veux dire, il est évident que effectivement, une ouvrière à la chaîne, il faut qu'elle s'arrête un moment. Tu vois, moi, parler 1h30 à un micro une fois par semaine, je pense que je peux le faire. Enfin, tu vois, ça va aller quoi. Surtout que je peux amener mon enfant, je peux allaiter à l'antenne, tout est possible quoi. Donc c'est aberrant qu'il n'y ait pas des. Les ouvrières devraient avoir, les métiers pénibles devraient avoir plus, les intellectuels devraient avoir moins. Tu as passé beaucoup de temps au téléphone d'ailleurs avec les DRH de Radio France, qui sont, pour les connaître, très difficiles à la négo. Non mais j'ai laissé en plus j'avais les hormones au taquet, j'étais en plein postpartum et tout. J'ai laissé des messages à des nanas dont j'ai oublié le nom, mais où je hurlais en pleurant. Excusez-moi, je pleure, mais je pleure pour pas hurler parce que je vouais. J'étais folle, et à tel point que il y a eu à mon retour 8 semaines après, il y a eu un service de sécurité, genre où, tu vois, on m'a demandé, c'était la première fois en 6 ans de France Inter, on me demandait mon texte à l'avance pour être sûr que j'allais pas balancer ce qui m'était arrivé. Non. C'était la première fois qu'il y avait une censure. Oui, non mais ingérence. Une ingérence. Une ingérence dans tu vois, l'écriture de mes papiers, etc. Et tu parles du congé paternité qui va changer d'ailleurs. Je crois que le père c'est 15 jours ou c'est 2 semaines, je crois. À l'époque où j'ai écrit, c'était 11 jours maximum facultatif. Et maintenant, ça va être pareil. Mais facultatif. Alors que si les mecs avaient aussi 2 mois imposés, bah forcément, du coup, il y a une équité parce qu'on se dit, lui aussi, il peut disparaître à tout moment. Exactement. Dans le livre, tu cites un certain nombre de femmes, Olympe de Gouges, Mona Chollet, Virginia Woolf, et je me suis demandé à quel point est-ce que justement ces femmes avaient, à travers leur littérature, t'avaient aidé à te construire dans ta structure d'adolescente, de femme et de féministe. C'est vrai, t'as raison. Il faut Quels ont été mes premiers ? Parce qu'en fait, je suis devenue féministe très tard. Très tard. Ça, je l'ai vu en 2012 avec, je crois, de mémoire. À Frédéric Lopez. Frédéric Lopez, qui t'a dit tu devrais faire une chronique sur ce qui t'énerve et tu t'es rendu compte qu'en fait ce qui t'énervait c'était les injustices entre les hommes et les femmes. Ouais, tout à fait. Donc c'est arrivé très tard. 2012, t'avais déjà 35 ans. Ouais. Donc c'est vraiment très tard. Mais il y a forcément des petites graines au début. Avant, oui, c'est ça. Et en fait, j'ai l'impression que c'est les romantiques, mais au sens littéraire, pas au sens flamboyant. Les romantiques vénères.
c'est les Musset, c'est les Baudelaire, c'est les Rimbaud, c'est même dans des gens qui ne sont pas considérés comme des romantiques, mais qui avaient c'était des Francis Scott Fitzgerald, les Hemingway, tous ces gens, Destroy, enfin tu vois, dont l'écriture était la vie, dont la vie était l'écriture, enfin tu sais, où il y avait un lien. Et un gars aussi, un vrai gars, parce que qui était mon amoureux et qui m'a vachement, qui est Nicolas Bedos. Et qui, pour moi, aide cette trempe-là des artistes fous, enfin, des romantiques, quoi, des romantiques vraiment au sens... écorché à vif. Voilà. Et jusqu'au jour, justement, je me suis aperçue que tous ces gens étaient des gars et qui voulaient pas de moi. Et là, ça a commencé à me vénérer fort, quoi. Enfin, tu vois, où d'un coup, ces gens-là, même morts, en gros, me disaient... C'est-à-dire, je me suis mise à lire des trucs hyper sexistes de Baudelaire, de machin, etc. Et en gros, ces gens, même morts, me disaient... Ah non, mais t'as pas compris. Ok, t'as rêvé sur nous, mais en fait, toi, tu seras jamais ça. En fait, tu seras jamais un gars, donc tu ne seras jamais ça. Tu seras toujours une muse. Et comme t'es pas assez belle pour ça, bah tu seras rien. Le carré VIP. Le carré VIP, c'est pas pour toi. C'est pas pour toi. Et ça sera jamais pour toi. C'est-à-dire que, en fait, c'est pas une question de travail, c'est pas une question de talent. C'est juste t'es pas un bonhomme, donc c'est mort. C'est pour ça que je trouve que c'est intéressant qu'on puisse le lire parce que. C'est une transmission, c'est ce qu'on essaie de faire humblement ici aussi dans cette cave. C'est de transmettre et de faire gagner un petit peu de temps c'est tout à fait ça, aux générations à venir. Ouais, c'est complètement l'objectif. Ouais. Faire gagner un peu de temps ou mettre une petite lumière dans la nuit, quoi. Voilà. Enfin, tu vois que des femmes se disent, et des hommes aussi d'ailleurs évidemment, mais c'est pas les mêmes retours, je crois. Enfin, ça procure pas la même sensation, je pense, aux hommes et aux femmes ce témoignage. Mais effectivement que certaines femmes puissent voir une petite lumière, en disant, oh, il y a quelqu'un d'autre dans la grotte. Donc je ne suis pas toute seule, je ne suis pas folle. C'est ce que tu écris à la fin du livre d'ailleurs. Si j'écris ça, c'est parce que je me dis que ça m'a tellement bouleversé que c'est pas possible que je sois la seule. Et donc autant que ça profite. Exactement. Ouais. Et après, j'ai aussi des potes mecs hétéros, notamment un Mathieu aussi, qui m'a fait un retour qui m'a vraiment bouleversée. Je me suis dit, putain, c'est vraiment pour ça que j'écris ce livre. Il m'a dit qu'il s'était posé plein de questions et qu'il avait pensé à plein de choses de son couple, de sa meuf, de son rapport avec elle, de lui en tant que père, de lui en tant que mec, de machin. Enfin, que d'un coup, ça lui a apporté vraiment un éclair. Enfin, il a dévissé d'un quart de tour. Il a fait oh, d'accord. Et que ça a mis en branle, si tu veux, une réflexion que j'espère. En tant que mec, c'est forcément différent en termes de point de vue de lecture. Bien sûr. Et que les femmes le ressentent différemment parce que depuis le début et depuis la naissance, et ça, nous, on n'en a aucune conscience, il y a un certain nombre d'injonctions qui fait qu'en effet, le carré VIP, c'est pas pour toi. Et que du coup, les histoires, les aventures que tu peux raconter, ouais, un mec, il peut dire, mais moi aussi, ça m'est arrivé que... Oui, mais sauf que toi, ça t'est arrivé, mais t'es dans le carré VIP. Voilà. Exact, tu as tout compris. Parce que c'est vraiment ça l'idée. Parce qu'il y a cette fameuse phrase que tu n'as pas dite heureusement, mais qui est not all men. Enfin, tu vois, tous les hommes ne sont pas comme ça, etc. Exactement. Et bien sûr que tous les hommes ne sont pas comme ça. C'est comme si dans une assemblée contre le racisme, tu te levais, tu prenais la parole pour dire je voudrais parler et je voudrais dire que tous les blancs ne sont pas dégueulasses. Exactement. Et que moi, par exemple, ma maman, un jour, elle m'a privé de dessert. Oui. C'est pareil. Exactement. Et tu te ferais caillasser. Et dire moi aussi, à juste titre. J'ai voulu avoir un appartement, et ben je l'ai pas eu. Et ben je l'ai pas eu parce que finalement c'est un noir qui l'a eu parce qu'il avait des quotas. Ouais. Voilà. Et ben là c'est pareil. C'est-à-dire ça. que ce bouquin il s'adresse justement parce que je pense que les connards ils le liront pas. Donc il s'adresse justement aux mecs qui sont pas des connards, aux mecs qui n'ont justement rien à se reprocher, c'est-à-dire qu'ils n'ont jamais rien fait de mal, et pour leur dire mais les gars ce que vous devez comprendre c'est qu'en fait tant que vous ne faites pas cause commune, tant que vous ne dites pas c'est mon problème aussi, à moi mec qui n'ai jamais violé aucune femme, qui n'ai jamais machin, etc. Exactement. Alors vous êtes des connards de sexistes. Enfin il n'y a pas de demi-mesure. T'es raciste ou tu l'es pas, t'es sexiste ou tu l'es pas. Mais ça avance bien sûr. A priori ça va quand même plutôt dans le bon sens. Mais encore une fois, ça va dans le bon sens. Enfin moi je rencontre beaucoup d'élèves de collège, de lycée, etc. Que je vais les rencontrer, ils viennent dans le spectacle et tout. Bon, et je suis sidérée à quel point ils et elles sont avancés par rapport à nous sur les questions de genre, de sexualité, d'orientation sexuelle, justement de rapport homme-femme, etc. C'est génial. Donc à chaque fois que je sors de là, effectivement, je me dis c'est super. Et en même temps, dans le même temps, tu as 90% des collèges et lycées qui, soit par le CPE ou la CPE, soit par la directrice, etc., vont renvoyer chez elles des filles parce qu'elles sont en débardeur, parce que sur leur tenue. Enfin, c'est-à-dire qu'on a affaire à un sexisme moyenâgeux de la part des adultes
ou des... elles peuvent pas porter plainte parce qu'elles se font emmerder, machin, etc. Elles peuvent pas s'habiller comme elles voudraient. On leur dit que c'est elles qui machin. Elles n'ont pas accès. Elles sont, je sais pas quel pourcentage, à avoir leur bac dans des meilleures conditions que les hommes. Ensuite, le pourcentage baisse de 20% dans les premières années d'école. Puis l'année dernière, en master, elles sont encore les meilleures. Et après, marché du travail, ça s'inverse. Et on passe à 80-20 dans les... Enfin, donc, c'est-à-dire qu'elles sont là, effectivement, je les rencontre, elles ont 14-15 ans. Et je me dis, ah putain, elles vont y arriver parce que ça a l'air super, parce que même les mecs sont... Et en fait, non, parce que le système est fait pour. Est fait pour, et elles se font ratiboser la gueule. Je leur dis pas, parce que j'espère que ça va changer. Mais elles se feront ratiboser... Enfin, si ça reste comme ça, elles se feront ratiboser la gueule dans 6 ans. Les prochains projets, il y en a déjà sur le bureau. Ouais, bien sûr, énorme. Beaucoup. Ouais, là, le truc qui m'excite beaucoup... Seule en scène aussi ou... Alors, le truc qui m'excite beaucoup, c'est une série. Ouais. Et une série qui va reprendre à la fois le bouquin, à la fois Femme libérée, à la fois Mon seul en scène. Donc c'est pareil, c'est une autofiction. Un peu de TEDx. Un peu de TEDx. C'est un personnage qui s'appelle Noémie, qui ça peut bien être, qui est artiste et tout. Donc là, je suis en train de travailler à l'élaboration de ça et ça m'excite à fond. Et je suis en train de travailler à, pas un nouveau seul en scène, mais à la suite. Ça, c'est Féministe pour Hommes 2. Donc c'est pas un autre spectacle, c'est vraiment la suite. C'est-à-dire qu'il y aura des petites choses en commun, il y aura des choses qui seront des sujets qui seront identiques mais qui seront traités différemment. Si on n'a pas vu le 1, on peut voir le 2. Oui, c'est ça, évidemment. Et il y aura plein de sujets nouveaux. Enfin, l'idée c'est que sur le continuum qui va de femme à homme, disons, Féministe pour Hommes, c'était vraiment les femmes, le féminisme, la nature des femmes, le corps, la maternité, les règles, enfin tout ça. Et là, je me déplace sur cette ligne et je regarde le moment où les femmes rencontrent les hommes, donc le couple hétéro, la sexualité hétéro, la famille, la parentalité, et qu'est-ce que les hommes, homo comme hétéro, peuvent faire, qu'est-ce qu'ils font, comment ils vivent cette situation, comment ça se passe, comment le patriarcat pèse sur eux, etc. Enfin, Est-ce que en grandissant et notamment est-ce qu'en devenant parent, on finit par être plus compréhensive et peut-être même à pardonner ses parents? Alors moi, c'est l'inverse. C'est-à-dire qu'en devenant mère, je me dis, putain, elle a vraiment fait n'importe quoi. C'est-à-dire que je vois mon fils à l'âge qu'il a, et là, je me dis, je le mets en pension. Et ça fait 2 ans qu'il est chez des voisins. Jamais de la vie. Enfin, je vois comment j'écoute, comme je suis attentive à ses émotions, à ce qu'il dit, etc. Et comment les miennes ont été balayées. Je me dis, mais vraiment, j'ai eu une enfance horrible, quoi. Enfin, tu vois, justement... plus je deviens mère et plus je suis confrontée à ce petit enfant, plus je me rends compte de tout ce que j'ai pas eu comme chose vraiment vitale, quoi. Tu vois. Ouais. En revanche, le pardon, en faisant le deuil d'elle il y a 10 ans, je l'ai pas pardonné tout de suite, mais je l'ai pardonné à ma mère. Il est disponible évidemment sur Amazon, mais on nous fait le reproche à chaque fois sur le chat de Twitch, surtout chez les libraires proches de chez vous. Voilà, donc aidez vos librairies, soutenez vos libraires, allez l'acheter en physique. Il doit être en Kindle aussi, en tablette. J'ai un copain qui me disait qu'il a lu en Kindle et en fait il va réagir tout le temps. Il disait putain, c'est chiant, je peux pas corner un Kindle, je peux pas stabiliser ça. Exactement, non, achetez-le en physique. Il est disponible absolument partout et donc le livre de Noémie s'appelle Journal. Même journaux, on pourrait dire, parce qu'il y a 2 journaux qui s'entrecroisent. Journals. Mais journal. Du coup, oui. Journal. Merci beaucoup, Noémie, d'être venue dans la base. Merci. Avant de se quitter, un grand merci évidemment au propriétaire du restaurant, à Adrien qui fait des petits allers-retours parce que le restaurant tourne et qu'il est ouvert depuis un quart d'heure. François aussi, qui est propriétaire du restaurant. À Noémie, au chef Clément Emery. On remercie évidemment Dounia qui est cachée, mais sans qui on n'aurait pas pu faire grand-chose puisqu'elle permet la réalisation d'abord l'installation technique et puis la réalisation de cette émission. Merci à Victor aussi, Victor Labro, le directeur technique qui m'aide à chapeauter un peu tout ça. Et puis vous qui êtes chaque semaine un peu plus nombreux à nous suivre. Rendez-vous la semaine prochaine. Passez un bon samedi, un bon week-end et une très bonne semaine. Je m'appelle Mathieu Gérard, ça s'appelle La Base. Salut, à plus. Bye.